7h36, la lutte anti-dopage française fait-elle du surplace en plein Tour de France? L'agence, en tout cas chargée des contrôles et des analyses de la Grande Boucle, semble en perte de vitesse. Elle n'a plus de patron, son budget est raboté, son personnel totalement désabusé. Et ce, au moment même où les performances du maillot jaune, Chris Froome, ont relancé les doutes concernant le dopage dans le cyclisme. Hier encore d'ailleurs, le Britannique n'a rien cédé à ses adversaires lors de la première étape des Alpes. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce matin l'un des plus grands spécialistes de la question, le professeur Martial Saugy. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le très réputé laboratoire suisse d'analyse du dopage. Alors première question que j'ai envie de vous poser, c'est diriez-vous que cette agence française de lutte contre le dopage est en pleine déliquescence ? Non, bon, c'est difficile pour moi de juger mes collègues, si on veut bien. C'est vrai que la France a un statut particulier. Bon, déjà, c'est un des pays historiques de la lutte contre le dopage. Et puis, le statut est particulier dans le fait que le laboratoire appartient à l'agence, contrairement à ce que le Code mondial antidopage demande. Et c'est vrai qu'il y a quelques changements, notamment le directeur de laboratoire doit être nommé actuellement. Et il y a pas mal de temps qui a passé entre le départ de l'ancienne directrice, qui était Françoise Lannes, et qui historiquement avait mis au point la méthode de détection de l'EPO. Mais bon, dire qu'ils sont en pleine déliquescence, non, je crois qu'il y a une restructuration. Le laboratoire, en tout cas, même sans directeur, fait partie des excellents laboratoires antidopage. Mais c'est incroyable que cette restructuration se fasse aussi lentement. Bon, écoutez, là, je ne peux pas juger de la politique française. Il y a des mécanismes qui sont assez compliqués, en fait, pour recruter, pour changer les personnes. Et voilà, c'est comme ça. Avec toutes les suspicions qui entachent aujourd'hui le Tour de France, le fait que l'agence chargée des contrôles et des analyses de la Grande Boucle soit en perte de vitesse ou soit dans une période d'incertitude, on va dire, est-ce que ce n'est pas une faute grave tout de même pour une organisation de l'ampleur du Tour de France ? Bon, je ne crois pas qu'on puisse juger ceci comme une faute grave. Il faut savoir aussi que pour le Tour de France, on a l'organisation de l'UCI, l'organisation antidopage, donc la fondation indépendante de lutte contre le dopage de l'UCI, qui est ici à Aigle. Et c'est un travail finalement d'équipe qui se fait avec l'agence, mais quand même avec cette fondation indépendante qui a des ressources et qui connaît bien son travail. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la crédibilité du Tour de France est sérieusement en danger ? Puisqu'on, comme je le disais, on parle plus de dopage que de sport. On a franchement l'impression que chaque fois qu'on parle de Tour de France, le premier thème qui vient à l'esprit, c'est le dopage. Oui, c'est vrai. Bon, le Tour de France, malheureusement, paye un peu les péchés du passé. Bon, on est quand même à 10 ans de la dernière victoire d'Armstrong. Et puis, entre 2005 et 2015, beaucoup de choses se sont passées. Il y a quand même une meilleure organisation des contrôles. Il y a le passeport biologique, qui n'est pas une fin en soi, mais simplement qui permet une surveillance beaucoup plus grande et beaucoup plus incisive du peloton. Il y a des investigations qui sont faites. Moi, je ne dirais pas que voilà, le Tour de France, en tout cas, me semble cette année assez crédible. Oui, mais il n'empêche, sur ce tour même, les suspicions de dopage, on l'a vu autour de Chris Froome, le maillot jaune, sont très grandes et gâchent en quelque sorte un peu la fête. Un spectateur a même arrosé Chris Froome d'urine. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin ? Est-ce que le cyclisme redeviendra vraiment crédible un jour ? Bon, moi, je trouve que le cyclisme est en train de redevenir crédible, mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu le paradoxe. Quand il n'y a pas de cas positif sur le Tour de France, eh bien, on parle quand même de dopage parce qu'on a des suspicions sur certains exploits. Et puis, s'il y a un cas positif, évidemment qu'on va dire que le Tour de France est forcément complètement dopé. Moi, sérieusement, il y a des suspicions, il y aura toujours des suspicions. Je crois que c'est un peu l'histoire
l'histoire malheureuse du cyclisme qui fait ça. Personnellement, je pense que les contrôles qui sont faits tout au long de l'année, et pas seulement pendant le Tour de France, rendent cette compétition assez crédible. Alors justement, en parlant des contrôles, il y en a environ 200 à 250 qui sont effectués durant la compétition, une dizaine à peu près à l'issue de chaque étape, en plus des tests sanguins réalisés sur l'ensemble des coureurs. Seul l'Italien Luca Paolini de l'équipe Katusha était pour l'heure contrôlé positif à la cocaïne. Est-ce que les éventuels tricheurs seront rattrapés dans quelques semaines en analysant des échantillons congelés, à votre avis ? Bon, c'est le but de cette conservation à long terme des échantillons, c'est disons de pouvoir, on sait qu'on a toujours un tout petit peu de retard et finalement en rattrapant le retard, on pourra découvrir peut-être, possiblement un certain nombre de cas. Alors vous disiez que le Tour de France payait les péchés du passé. Que répondez-vous aux cyclistes et notamment à l'organisation du Tour de France qui se sentent persécutés en quelque sorte ? Bon, on est obligé de... c'est vrai qu'il y a une grosse communication faite autour du cyclisme et du dopage dans le cyclisme. Oui. On sait qu'il y a d'autres sports qui sont très touchés et dont on ne parle finalement pas. Par exemple l'athlétisme. L'athlétisme et l'I2AF, donc l'Organisation internationale de l'athlétisme, le sait bien. Elle est en train de nettoyer, si on veut bien, son sport. Voilà, je pense que aussi le cyclisme est très populaire et c'est pour ça qu'on en parle tout le temps. Donc c'est une question de popularité uniquement Encore une fois, si on ne parle pas des autres disciplines. Encore une fois, je pense que bon, il y a la popularité, mais on peut pas s'empêcher de regarder 10 ans en arrière et de savoir, surtout quand les gens qui ont participé, disons, à la grande escroquerie des années 90 et début des années 2000, avouent leur forfait actuellement. Alors, que vous inspire la présence de Lance Armstrong, même en parallèle, sur un Tour de France qu'il a gagné à 7 reprises, mais dont il a été évidemment déchu pour dopage? Bon, je comprends pas du tout la communication qu'on fait à la retour et disons pour moi c'est pour le moins inapproprié. Bon, il est venu pour récolter des fonds, paraît-il. Mais bien sûr. Il est venu aussi pour redorer son image. Je pense que dans ce cas-là, il vaudrait mieux être plutôt discret. D'ailleurs, un Armstrong qui, avez-vous déclaré, Martial Soggi, a essayé de détruire, je vous cite, ma vie, et a passé 10 ans à essayer de détruire ma réputation, parce qu'on se souvient des accusations qu'il avait portées à votre endroit, notamment c'était le président de l'agence américaine antidopage qui l'avait fait, qui avait prétendu que vous aviez fourni à Lance Armstrong les clés du test de détection de l'EPO. Est-ce qu'aujourd'hui cette affaire pour vous est réglée, c'est du passé, vous avez tourné la page, ou est-ce que vous avez du mal à pardonner ? Il n'y a pas à pardonner. Vous savez, dans ce métier, forcément il y a des critiques qui vont surgir comme ça. Non, je m'en souviens. Ouais. Je m'en souviens bien, mais disons que c'est quand même du passé. Ouais. Alors le combat se poursuit, au-delà des problèmes de structure, la lutte contre le dopage se poursuit malgré tout. Pour preuve, le laboratoire que vous dirigez vient de passer le cap des 25 ans. Depuis le premier contrôle sanguin en 1996, il s'est passé bien des choses, heureusement. Le fameux passeport biologique que vous citiez tout à l'heure, dont vous êtes le père, un passeport biologique qui analyse donc les paramètres sanguins d'un athlète sur le long terme, mais désormais aussi son urine. Est-ce que ça demeure la meilleure méthode encore aujourd'hui ? La meilleure méthode, c'est d'avoir une bonne surveillance des individus et du peloton dans le cas du cyclisme ou de la population d'athlètes de haut niveau. Et c'est vrai que ce passeport biologique qui maintenant va regarder au niveau des hormones, dans l'urine, on va rechercher les stéroïdes. Ce passeport biologique va encore évoluer puisqu'on parle maintenant de plus en plus de passeport physiologique ou de passeport de performance. Finalement, c'est un suivi de plus en plus rapproché de l'athlète qui va permettre d'une part de le dissuader de manipuler et d'autre part de vérifier s'il y a une manipulation. Est-ce que des risques de manipulation existent malgré tout, manipulation des données constitutives de ce passeport ?
Bon, évidemment que les tricheurs vont toujours chercher à avoir une longueur d'avance et ils vont toujours chercher à manipuler ces données d'une façon ou d'une autre. Mais c'est à nous de développer des outils qui sont suffisamment percutants, disons, et performants pour pouvoir débusquer ce genre de manipulation. Alors il y a un chiffre qui me tonne, Martial Saugy, parce que malgré ces éventuels défauts, le passeport biologique reste, comme vous le disiez, une arme efficace. Comment expliquez-vous que seuls 14 000 athlètes d'une poignée de fédérations de par le monde soient actuellement soumis à ce passeport? Bon, c'est vrai qu'on parlait des péchés du passé du cyclisme. Ouais. Le cyclisme a été la première fédération à introduire le passeport biologique en 2008, puis l'athlétisme s'y est mis en 2011. Ça prend du temps de changer les mentalités. Il y a des règlements aussi dans ces fédérations, dans les organisations sportives, il y a toujours des règlements pour cadrer. Et faisant partie de ces règlements, il y a des règles antidopage qui sont relativement rigides et qui empêchent les gens d'innover très rapidement. Et vous avez raison de souligner le fait que le sport pourra être, disons, un peu plus propre si tout le monde s'y met.